Il faut partir d'une feuille blanche, tout inventer, et ne surtout pas acheter les missiles aux Américains qui possèdent la technologie. Le général de Gaulle, à la tête de l'État, exige la souveraineté totale du pays dans sa stratégie de dissuasion nucléaire. La France avait une volonté d'indépendance nationale totale, à la différence d'ailleurs du Royaume-Uni, qui va récupérer les missiles Polaris des Américains. La France développe tout. Car ces missiles appelés balistiques sont de vraies fusées. Ils font une vingtaine de tonnes et mesurent 10 mètres. Mais comment expulser des missiles nucléaires dans l'eau? Comment les rendre étanches? La première hypothèse, les coffrer dans un scaphandre jusqu'à la surface et rejeter. Si vous lancez vos fusées très proches les unes des autres, en temps, ça veut dire que vous les lancez très proches les unes des autres aussi en distance. Et donc, avoir des trucs qui flottent au ras de l'eau, lorsque la fusée suivante arrive, ça peut poser aussi des problèmes. C'est pas une bonne solution que d'avoir plein d'objets qui flottent, ou même qui flottent et coulent, alors que vous êtes juste en dessous. Les missiles projetés par une carapace étanche sont donc abandonnés. Mais il est aussi exclu de remonter à la surface pour effectuer le tir. Les ingénieurs travailleront sur ce problème plusieurs années pour trouver enfin une parade à l'immersion du missile. Elle est exceptionnelle. La fusée, lorsqu'elle est mise à feu, en fait, elle sort dans une bulle de gaz qui l'entoure et qui fait office de protection et qui lui permet de ne pas être directement au contact de l'eau. Le procédé du générateur de gaz fait partie des secrets industriels et ne peut être divulgué. Car sans cette technologie, il est impossible de réussir un tir. Mais la suite de la trajectoire est elle aussi très complexe. C'est littéralement une fusée qui part dans l'espace et qui, à l'issue de sa phase de propulsion qui est très courte, elle se compte en minutes, c'est 2-3 minutes maximum, l'ogive se divise en fait en plusieurs petites ogives. Avec un même missile, on peut toucher différentes cibles éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui est beaucoup plus intéressant sur le plan militaire. Les premiers missiles balistiques montés sur le Redoutable ont une portée limitée, légèrement inférieure à 2500 km. Une distance qui constitue le point faible de la dissuasion. Dans les années 60, le bloc soviétique étant la véritable menace, il fallait se rapprocher dangereusement. Pour pouvoir toucher Moscou avec des missiles qui n'ont que 2500 km de portée, les zones de patrouille du Redoutable, avec sa première génération de missiles, étaient limitées à la mer de Norvège et au golfe de Gênes. C'est extrêmement handicapant parce que ça rend le bateau très prévisible. Il faut que sa zone de patrouille soit très élargie. Pour cela, le Redoutable va avoir besoin de missiles de très longue portée. Mais pour obtenir une distance de plus de 4000 km, celle qui peut offrir un très large périmètre d'infiltration, les ingénieurs sont confrontés à une difficulté majeure. Tout le problème, c'est d'embarquer plus de carburant dans un missile, ce missile ayant des dimensions qui sont contraintes par le tube lance-missile. L'évolution de ces missiles, c'est le Terrible qui en bénéficie aujourd'hui. Le tout dernier sous-marin lanceur d'engins français, mis en service depuis 2010, est équipé des M51. Ils ont une portée de plus de 7000 km, 3 fois plus que ceux du Redoutable. Mais dans les années 60, posséder un tel sous-marin est suffisant pour la force de dissuasion. Et la France le fait savoir aux yeux du monde entier à travers de nombreux essais. C'est très important. Dans la notion de dissuasion, vous devez être en mesure non seulement de faire croire peut-être à l'adversaire, mais de lui démontrer qu'il a raison de croire. La démonstration est un élément essentiel de la dissuasion. Se diluer dans la mer. Pouvoir frapper l'ennemi sans que celui-ci ne localise le pas de tir.
c'est l'incroyable potentiel de ce nouveau sous-marin à propulsion nucléaire. Sa discrétion est un élément fondamental à sa mission. L'ennemi ne doit jamais intercepter sa localisation ou son ordre de mission. À tel point que lorsqu'il sort du port de l'île Longue à côté de Brest, la base des sous-marins de la dissuasion, seul le commandant du navire sait véritablement où il va. Personne ne sait où est le sous-marin. Le président de la République ne sait pas où est le sous-marin. L'état-major de la force océanique stratégique non plus. Le commandant est totalement libre de sa mission. Et en étant à des milliers de kilomètres, la communication devient alors un vrai challenge. Il reçoit des instructions, mais lui-même n'émet rien. Pour ne pas être localisé, le redoutable reste muet durant sa mission. Mais il n'est pas sourd. Il doit pouvoir recevoir l'ordre de tir si la situation l'exige. Le problème qu'il faut résoudre concerne les ondes radio. Elles circulent parfaitement à l'air libre, mais elles ne pénètrent pas dans la mer, et encore moins en profondeur pour atteindre le sous-marin. L'armée s'appuie donc sur d'autres fréquences. On utilise une onde très particulière qui s'appelle l'onde VLF, Very Low Frequency, donc une onde très basse fréquence. Elles ont le pouvoir de traverser, d'aller n'importe où dans l'atmosphère, de pouvoir se communiquer un peu à travers la croûte terrestre et de pouvoir pénétrer un peu l'eau, les premières couches. Elles pénètrent même pas une dizaine de mètres sous l'eau. Ces ondes sont transmises à partir de la terre ferme, avec des antennes gigantesques de 300 à 400 mètres. 4 sites en France en sont équipés. La discrétion dans les profondeurs, la propulsion nucléaire, l'embarquement des missiles atomiques, cette combinaison fait du redoutable en 1971 une arme exceptionnelle au service de la France. Durant 20 ans, 19 commandants se relayeront pour à chaque fois se diluer dans la mer. Le redoutable positionna la France aux côtés des plus grandes nations militaires au monde avant de prendre sa retraite en 1991. Il a été donc ramené sur le site de Cherbourg, où naissent et meurent les sous-marins. Il a ensuite été donc démantelé, donc son réacteur nucléaire a été, la tranche dans laquelle il était fait a été découpée. Il est aujourd'hui exposé à la Cité de la Mer à Cherbourg. Il est un héritage exceptionnel de ce que les ingénieurs dans les années 60 réussirent à mettre en œuvre à partir d'une simple feuille blanche.